Bonsoir et ravi de vous retrouver. Ravi d'avoir Gilles avec moi, mais vous allez avoir le plaisir de l'entendre je vous le présenterai à nouveau. Et c'est un- c'est bien dans notre esprit et dans l'esprit de Rachid, de l'Institut, tel que Paul l'a introduit là. C'est bien dans l'esprit de l'Institut Rachid que d'aborder des sujets qui sont des sujets à la fois lettrés et en même temps en phase avec les questions de notre monde contemporain. Et ça fait signe que nous ouvrions solennellement notre année universitaire autour d'un sujet tel que celui de l'intelligence artificielle. 1956. 1956, l'industrie cinématographique américaine s'est depuis quelque temps lancée dans la production de films de science-fiction au scénario de conception similaire. La guerre des mondes en 53, les envahisseurs de la planète rouge en 53 également, le météore de la nuit, l'invasion des profanateurs de sépultures, les soucoupes volantes attaquent. De l'autre côté du Pacifique, à la même période au Japon, naît un genre pas moins alarmiste, le kaiju. À côté des envahisseurs aliens extraterrestres de l'imagination nord-américaine, le genre kaiju installe un autre type de danger hyperbolique, les monstres venus des profondeurs océaniques. En 1954, Godzilla, chimère titanesque de bêtes préhistoriques, attaque sur les écrans les villes côtières. Le retour de Godzilla sera suivi de l'arrivée du ptérodactyle, Rodan, et du déploiement de son envergure gigantesque. C'est dans ce contexte dominant, d'ambiance effrayée post-Hiroshima et de cadre persécutif aux résonances de la guerre froide, qui sollicite les frayeurs archaïques et paranoïdes infantiles de tout un chacun, qu'est conçu et réalisé un ovni qui fera date et poinçon dans l'histoire du cinéma de science-fiction. Forbidden Planet, planète interdite. OCNI, devrait-on dire, objet cinématographique non identifié, objet inédit déjà par sa facture, emploi très nouveau du format cinématoscope, made painting et décors impressionnants, musique et effets sonores dus au couple de compositeurs pionniers Louis et Bebe Baron, une bande originale utilisant pour la première fois au cinéma que des sources électroniques. Le couple donne encore la voix en gamme électronique à une innovation du film, la création, élevée à la dignité d'acteur sur les affiches, d'un personnage non humain, le sympathique Robbie le robot. Majordome polyglotte, à disposition, il incarne le temps naïf d'une robotique où le robot a la force d'une machine et l'attrait inoffensif d'un jouet en métal de chambre de garçon. Du film, il en deviendra l'icône et restera une icône majeure dans la galerie de portraits de la science-fiction cinématographique. Mais surtout, le film est inédit par son propos décalé. Toute l'intrigue repose sur deux horizons narratifs. En débarquant sur une planète inconnue, Altaïr 4, à la recherche d'une expédition scientifique envoyée une vingtaine d'années auparavant, quoique dissuadé par radio de se poser sur la planète par le seul savant survivant avec sa fille de l'expédition initiale, l'équipage conduit par le commandant Adams est confronté à deux énigmes. Celle de la disparition tout entière d'une civilisation extraterrestre prodigieusement avancée technologiquement, celle des Krells, et celle de la présence d'une force inconnue, monstre mystérieux, invisible meurtrier, qui s'attaque à l'équipage et dont on comprend quelle fut la cause probable de la disparition des Krells. Les deux énigmes se nouent dans leur résolution, la
prodigieuse avancée des Krells a été la source de leur annihilation. Le monstre qui les a tous détruits en une seule nuit et qui assaille maintenant l'équipage est la manifestation réalisée en temps réel et immédiat par les machines et leurs générateurs au nom allusif de Gorgone, des motions destructrices inconscientes des individus qui les approchent et les côtoient, sur lesquels elles avaient été directement connectées dans une sorte d'interface neuronale sans fil et télépathique. En 1 heure et quart d'un film populaire, au charme d'un style aujourd'hui désuet et aux couleurs passées, raison a été rendue contre la dialectique hegelienne et ce que Freud dénommait à son propos d'obscure philosophie. Réalisé par Fred Wilcox et adapté pour l'écran par Cyril Hume, Fatal Planet, nom originel du scénario, avait pour auteurs Irving Bloch et Alan Adler. Irving Bloch, enfant des rues juives de Brooklyn, fut un artiste et un enseignant réputé pour son engagement social et pédagogique. Alan Adler, victime du macartisme, blacklisté par les sbires du sénateur fascisant, était le descendant d'une famille de juifs d'Odessa, fils d'un directeur du théâtre yiddish de New York, Abbé Adler, et petit-fils d'un des plus grands acteurs du théâtre yiddish, Yankel Pavlovitch Adler. 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et ses épouvantes, ils avaient d'autres desseins que d'entretenir l'émoi paranoïde et frissonnant d'un collectif de spectateurs. Sous son aspect de film destiné à un spectacle grand public, ils invitaient à une méditation sur le mal. Les critiques de films, rarement en retard d'explications qui bouchent le sens d'une œuvre, n'y ont trouvé, sous l'aspect d'une transposition trivialisée, que la seule évocation de la tempête de Shakespeare. Mais c'est plutôt avec Freud qu'il eût fallu en déceler une inspiration plus conséquente. La force terriblement destructrice qui rôde invisible sur la planète, c'est le savant survivant de l'expédition qui en donne la clé. Elle ne peut naître que des rêves. Freud, dans ses actuels sur la guerre et la mort, je le cite, nous sommes donc nous-mêmes, si l'on en juge selon nos notions de souhait inconscient, comme les hommes originaires, une bande de meurtriers. Et il ajoute, c'est une chance que tous ces souhaits ne possèdent pas la force que leur attribuaient encore les hommes des temps originaires. L'humanité aurait depuis longtemps péri dans le feu croisé des malédictions réciproques, les meilleurs et les plus sages des hommes comme les plus belles et les plus douces des femmes. Les Krells ne se garantirent pas cette chance. Fable, parabole agadique, planète interdite comporte un avertissement. Ce n'est pas de l'extérieur de l'humanité, dans l'invasion de monstres extraterrestres ou génétiquement et atomiquement modifiés, que demeure le plus grand danger pour le devenir de l'espèce humaine. C'est du noyau incandescent des passions inconscientes de toute puissance, du souffle, du ressentiment, des perfidies de l'envie et des langueurs agonisantes de la paresse, toute passion humaine. Le progrès des sciences et techniques et le progrès de l'humain dans l'homme ne marchent pas d'un même pas. Freud, je le cite encore, quelque voie que la civilisation choisisse, le trait indestructible de la nature humaine les suivra toujours. Lui faisant écho, le philosophe Théodore Adorno notera dans sa dialectique négative, je le cite, aucune histoire universelle ne conduit du sauvage à l'humanité civilisée. Mais il y en a très probablement une qui conduit de la fronde à la bombe atomique. Ajoutons bien plus et bien pire. Le progrès des savoirs peut bien continuer d'avancer, d'innover vers l'optimisation industrielle et la perfection technique, tandis que de l'autre peut simultanément se dérober, s'affaisser et s'effondrer. À sa façon, sur la passerelle qui enjambe l'abysse des 7800 étages
de la planète, recelant une dizaine de milliers de machineries nucléaires gigantesques qui s'enfoncent dans les profondeurs de la planète Altaïr 4, livrée à l'infini automatique des temps, la parabole de Forbidden Planet nous avertit. Nous ne marchons pas au-dessous d'un volcan, mais au-dessus d'un précipice. Freud toujours. Le progrès dans la civilisation sera-t-il et dans quelle mesure dominer les perturbations apportées à la vie en commun par les pulsions humaines d'agressivité et d'autodestruction? 1956. 1956, c'est aussi l'année de l'acte de naissance nominale de l'intelligence artificielle, qui fait notre interrogation de ce soir. Intelligence artificielle, un oxymore civilisationnel qui a les attraits standardisés de la sémantique et lexicographie publicitaire. Le syntagme est dû à John McCarthy, mathématicien et informaticien, prononcé pour la première fois sur le campus du Dartmouth College lors d'une conférence durant l'été de cette année-là. L'intitulé a pour objet de chapeauter un nouveau domaine de recherche autonome. Il trouve son plein élan dans notre époque, dite de seconde modernité, celle tamponnée du sceau des Lumières. Il en est en quelque sorte le condensé évocateur d'esprit dans son collage lexical. La première modernité, celle ordinairement rapportée au XVIIe siècle, avait consacré ses audaces d'intelligence humaine et ses prouesses artistiques aux questions d'éthique politique, aux études de mœurs, aux embellissements par l'art. La constellation pensante de l'Europe lettrée de la première modernité s'inquiète d'avoir loupé quelque chose, d'avoir perdu l'éthique première dans le sacerdotal, d'avoir négligé les réalités humaines, leur invariance et leur possibilité d'élévation dans la vie de l'esprit si chère à Freud. Ces penseurs politiques chrétiens redécouvrent Philon d'Alexandrie, rebondissent sur Rachid de Troyes, voire sur Maïmonide, relisent le Deutéronome du Pentateuque et Samuel 1 du livre des prophètes, explorent certains traités du Talmud, le Sanhédrin en particulier en version originale ou en traduction latine, principalement dans les milieux calvinistes et anglicans en quête d'une vie politique bonne. S'adossant au récit de la sortie d'Égypte, en scène pastorale originelle de la délivrance des servitudes. C'est l'époque de Thomas Hobbes, de Baruch Spinoza, de John Selden, d'Hugo Grotius, tous empreints de l'esprit des 7 lois noachides. C'est encore celle de Shakespeare, de Shaftesbury, de Molière, de Racine, de Corneille, des grands moralistes français. C'est celle de Galilée, observant le travail mécanisé à l'Arsenal de Venise, de Newton, légendairement contemplatif sous un pommier, de Kepler, observant la Terre depuis la Lune. C'est celle du Maharal de Prague, rappelant l'essentialité humaine d'être un vivant parlant. C'est celle de la polymathie de Leibniz et de ses 3 principes. C'est celle de Rubens, de Rembrandt, de Vermeer. C'est celle où, s'arrachant à ses attributs cruellement moqueurs, se sublime le rire, ce propre de l'homme, dit cite Rabelais, dans l'émergence de la notion d'humour, théorisée en Grande-Bretagne. C'est celle de l'établissement en France de la galanterie masculine, jugulant l'assaut pulsionnel brutal du mal, sublimé en art codé de l'empressement viril séduisant. La seconde modernité rêve, elle, de s'ébrouer de ses parentèles civilisationnelles, notamment de celle originelle de Judée. Elle se chauffe à ce dont les paroles de Bacon font symptôme, invitant les générations futures à contraindre, modeler, façonner la nature, afin de repousser les limites de l'emprise de l'homme jusqu'aux frontières du possible. La méthode scientifique pouvant être la formule capable de donner à l'homme, je cite Bacon, le pouvoir de conquérir et soumettre la nature et de l'ébranler jusque dans ses fondations. Elle s'échauffe, cette seconde modernité, des exaltations, elles aussi symptômes de Condorcet, affirmant
je le cite, que nulle borne n'a été fixée pour l'amélioration des facultés humaines. La perfectibilité de l'homme est absolument infinie. Le progrès de cette perfectibilité, qui échappe désormais à tout pouvoir susceptible de lui faire obstacle, ne connaît d'autre limite que la durée de cette sphère sur laquelle la nature nous a placés. Dans ces emballements, une mécanique d'incitation croissante à ne renoncer à rien, en idéal de moi idéal, exultant de toute puissance, et surmoi culturel, prescriptif, intimidant, est à la manœuvre et s'impose en trait majeur de cette modernité-là. Elle semble se revendiquer de la raison, du logos, mais c'est pour s'affranchir seulement des mainmises du destin, de l'ananké. Tour à tour, l'idéal progressiste des Lumières a fait du savoir et de la technique les vecteurs du progrès social, les détenteurs d'une émancipation citoyenne et démocratique. Nous sommes bien loin du compte. Le léninisme, dans une même foulée, maria en promesse socialiste le pouvoir des soviets et l'électrification. On cherche toujours sous les ruines glacées du goulag le pouvoir des soviets. L'après 68 recycla ses espérances libertaires sur une manière de messianisme technologique d'élégant tour à tour aux radios libres, au numérique, à l'Internet, aux réseaux sociaux et toutes les manières d'intrusion des technosciences en quelque domaine que ce soit, la mission politique furieuse dans ses présupposés d'accélérer les fins émancipatoires. Elles se sont éloignées d'autant de coudées que celles de leur poursuite. Leurs promesses restent introuvables. Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, avait subodoré dans les élans de cette modernité, prenant ses nouvelles marques mentales, une bascule virtuelle vers un despotisme qu'il imaginait encore doux, qui n'aurait pas, je cite Tocqueville, pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais qui ne chercherait au contraire qu'à les fixer dans l'enfance, qui aimerait que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir, qui travailleraient volontiers à leur bonheur, mais dont il voudrait être l'unique agent et le seul arbitre. Et avec une pointe ironique, Tocqueville ajoutait: que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? Y serions-nous au seuil avec la dite intelligence artificielle? Ni technophile, ni technophobe. Juste humaniste ici. Telle est la vocation de notre institut universitaire. Cela appelle de ne pas perdre au vue ce que l'espérance d'une vie bonne convoque, d'exigence, d'une éthique de responsabilité et convoque encore de lucidité. Une lucidité d'autant requise pour l'objet de notre attention de ce soir, en ouverture de notre année universitaire, sur l'ambivalence récurrente des avancées de la science et des potentialités ouvertes par les techniques, entre promesses réelles, réalisables et réalisées, promesses trahies et promesses propagandistes de couverture. Les exemples avertisseurs sont profus. Ainsi, souvenons-nous de la radiophonie du début du siècle dernier. Le compositeur Kurt Weill y concevait l'instrument majeur de l'éducation, de l'éveil à la culture artistique, de ses explorations et de l'élévation dans la vie de l'esprit. Goebbels la transforma en instrument de domestication des masses dans lequel 70% du temps d'antenne était dévolu à la musique anesthésiante. Les Hutus en firent, avec la radio des mille collines, l'état-major en direct du génocide au Rwanda, inventant le radio-crochet interville des meurtres de masse. Ainsi, ne perdons pas de vue tous ces laboratoires et entreprises de recherche dites duales, civiles et militaires, par lesquels, à côté des retombées civiles de la recherche militaire de défense et d'attaque, se réalisent des bénéfices militaires des avancées de la recherche supposée uniquement civile. Un certain laboratoire de Wuhan demeure dans nos esprits. Mais c'est davantage encore dans la balance de l'hétérochronie entre les potentialités ouvertes des nouveautés dans les technosciences et les invariants archaïques de la psyché humaine que notre vigilance est requise et appelée
contre les enthousiasmes de propagande et les assentiments arrachés. C'était la leçon midrashique du film que j'évoquais pour commencer. Nous vivons à une époque particulièrement curieuse. Nous trouvons avec étonnement que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie, notait en 1938 Freud, en manière d'indication testamentaire et missive d'avertissement lancé vers l'avenir. L'avertissement vaut de nous accompagner dorénavant. Avant de s'emballer ou de s'affoler sans discernement, mais par esprit de vigilance lucide sur le pour qui et le pourquoi de l'intelligence artificielle, il nous faut dresser l'oreille. Elle ne s'annonce pas, malgré les propagandes acéphales des médias, comme un énième instrument appareillant les handicaps humains. C'est un possible franchissement de seuil des paramétrages anthropologiques dans lesquels nous, l'espèce humaine, nichions tant bien que mal, et de plus en plus mal, à mesure des pertes de repères éthiques qui nous épaulaient. Tel est notre guide de route, ici même, notre travail de veille, notre ordonnance de transmission. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Une embellie technologique, multipliant les perspectives de vie bonne, ou bien l'installation d'un suicide mental assisté? Pour en sonder les virtualités, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Gilles Roux, agrégé de mathématiques, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, spécialiste des usages du numérique dans l'éducation, ancien délégué à la protection des données des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, expert auprès d'organismes internationaux, esprit particulièrement éclairé. Et je m'en vante, ami de longue date, et ma référence unique et absolue depuis de très nombreuses années, sur tout ce qui concerne ces domaines d'innovation. Alors, comme vous, maintenant, je vais l'écouter. À toi, Gilles. Gentil. Merci, Gérard. Merci Gérard, bonsoir à toutes et à tous. Je préfère. Il y a quelques mois, Gérard m'a demandé de faire cette conférence. J'ai accepté sans trop réfléchir et je veux dire que c'était, ça m'a emmené dans des chemins de traverse auxquels je ne m'attendais pas à aller. Je vais faire une promenade dans l'intelligence artificielle avec vous ce soir et voir un peu des limites auxquelles j'ai été confronté en abordant ce sujet. Je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle au sens informaticien. J'ai fait des études d'informatique et c'est poussé. Et j'étais, comme l'a dit Gérard, spécialement chargé dans l'éducation de réfléchir aux évolutions technologiques et de l'impact que ça pouvait avoir sur les systèmes éducatifs. Donc, je définissais les politiques publiques sur ces sujets-là. J'ai eu la chance de commencer avec la micro-informatique, de poursuivre avec l'Internet et d'aborder ainsi toutes les évolutions qui ont été très rapides dans ces 30 dernières années et qui ont eu un impact fort dans l'éducation, non seulement sur les contenus d'enseignement, sur les programmes scolaires, mais sur les méthodes d'enseignement et sur l'organisation du système et son administration. Donc, quand je me suis lancé sur ce sujet de l'IA, je pensais, auquel j'avais travaillé déjà auparavant, être assez capé pour l'aborder. Alors, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Il n'y a pas une journée dans les journaux, à la radio, je sais pas si vous suivez la presse, vous allumez la radio, la télévision, les réseaux sociaux. C'est un leitmotiv permanent. L'IA à toutes les sauces et beaucoup de questionnements, peu d'explications de ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donc, je vais essayer dans un premier temps d'expliquer d'une manière très simple les problèmes que ça pose d'un point de vue technique et ce que ça peut faire, les ruptures qu'il y a eu ces dernières années, où on en est aujourd'hui, et d'après moi les limites anthropologiques de ces systèmes. Là,
pas ça. Alors, dès à présent, je voudrais préciser que quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas uniquement de ChatGPT comme on entend parler toute la journée. C'est un domaine beaucoup plus large que des outils qu'on a mis à disposition depuis 2 ans et que vous connaissez sans doute. On est dans un domaine de recherche qui est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, dont ChatGPT est une des voies, une des branches, mais ce n'est pas la seule. Et ça serait une erreur de se focaliser sur ce type d'intelligence artificielle. Comme l'a dit Gérard, l'expression date de 56, de John McCarthy. Bon, il a bien expliqué. L'idée, c'était comme il le disait, de mécaniser les fonctions cognitives. Hein. Jusqu'à là, il y avait une automatisation de la force humaine, avec la machine à vapeur, etc. Et là, tout d'un coup, on était dans la réflexion de comment automatiser certains process cognitifs. Il a inventé cette terminologie qui n'est pas très bonne, on va le voir pourquoi, intelligence artificielle. C'était en 1956. Elle s'est imposée aujourd'hui dans le public. On parle tous d'intelligence artificielle, bien que je pense, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est une mauvaise expression actuellement. Alors c'est un domaine, comme je le disais à l'instant, qui a pour but de créer des modèles, c'est important le mot modèle ici, et des machines capables d'accomplir des tâches normalement dévolues à l'humain, en ce qu'elles requièrent ce qu'on appelle de l'intelligence. Donc, comment mécaniser certaines fonctions cognitives. Ben, paraît simple comme ça, et c'est une problématique qui date depuis très longtemps. Alors, j'ai demandé à Gemini, je ne sais pas si vous connaissez toute Gemini, c'est une intelligence artificielle qu'on trouve gratuitement sur Internet. Je vous engage, et ça va être un peu ma démarche ce soir, de le faire chez vous, hein, de lui poser des questions, sachant qu'à chaque question que l'on pose, euh, la même question, elle peut répondre différemment. C'est ça qui est assez intéressant. Et vraiment, faites cette démarche-là pour comprendre un peu disons, la puissance de ces outils-là aujourd'hui. Même s'ils sont très critiqués, c'est quand même assez puissant. Quand on demande à Gemini qu'il n'est bon, pas très objectif sur le sujet, puisque c'est lui-même une intelligence artificielle, il répond, euh, sa réponse est la suivante. Quand je mets entre guillemets, quand on interroge, c'est un vocabulaire, je précise tout de suite, quand on interroge une intelligence artificielle aujourd'hui sur Internet, on appelle ça un prompt. Hein, c'est une question, un prompt. Donc, je vais souvent dire, je fais un prompt. Alors, elle répond à la capacité globale d'un individu à comprendre des idées complexes, à s'adapter efficacement à son environnement, à apprendre de l'expérience, à raisonner et à résoudre des problèmes. Ça, c'est la réponse de l'intelligence artificielle. C'est assez puissant dans le reste. Je vais vous expliquer comment ça marche derrière, le fonctionnement de la machine derrière. Wikipédia, qui est quand même une référence maintenant de l'encyclopédie sur Internet, qui a détrôné en quelque sorte l'encyclopédie universaliste, personne ne pouvait y penser, et l'encyclopédie mondiale, traduite dans toutes les langues, répond, lui, sa définition diffère, et elle est intéressante. On va voir pourquoi l'intelligence est l'ensemble des processus trouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, et ça c'est la différence notable avec la précédente. Il englobe des systèmes qui ne peuvent pas être vivants, et qui permettent d'apprendre, de comprendre, de s'adapter à des situations nouvelles. On voit que là, on est dans une définition qui peut actuellement nous interroger sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les systèmes avec lesquels on interagit ont de l'intelligence, au sens de Wikipédia? Donc, actuellement, on définit 3 grandes branches. Ça, c'est ma typologie, mais je peux différer d'une personne à l'autre. Mais j'ai voulu éviter de rentrer par une entrée algorithmique ou informatique. Donc, il y a 3 grandes branches, si je les résume, euh, sachant qu'une des branches est celle que l'on rencontre le plus souvent actuellement, qui est ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. Les, les algorithmes, c'est-à-dire les fonctionnements de ces machines, peuvent différer suivant les branches ou être les mêmes, ce qui peut un peu, des fois, perturber l'approche qu'on a de ces systèmes. Je vais expliquer par la suite pourquoi. La première branche, c'est ce que on peut dénommer aujourd'hui l'IA prédictive. C'est une IA qui est très répandue, qui analyse les données pour faire des prédictions et des classifications. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je,
un des domaines les plus connus, c'était jouer aux échecs avec une machine, ou le jeu de Go. On a vu très rapidement que les machines supplantaient les plus grands maîtres du monde. À un moment donné, euh, les, les champions du monde d'échecs se faisaient battre par la machine, ce qui est le cas aujourd'hui. Il n'y a plus aucun doute, les machines sont plus fortes que les champions du monde d'échecs. On pouvait penser qu'au jeu de Go, ça serait un peu plus compliqué. C'est la même chose aujourd'hui. Le fonctionnement derrière se basait à l'époque sur des algorithmes qu'on peut tous comprendre. Il regardait toutes les possibilités de jeu. Par rapport à ces possibilités, il analysait ce que pouvait jouer le joueur adverse et regardait celle qui était optimale. Je simplifie. Il jouait. C'est plus du tout comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'empêche que ce soit aux échecs qui étaient considérés comme un jeu très intellectuel, la machine bat l'homme à tous les coups. Les systèmes de recommandation qui font partie du même domaine, c'est ce que vous avez quand vous regardez Netflix, Amazon, Spotify, tout, c'est la machine qui va vous donner par rapport à ce que vous avez regardé, écouté précédemment, va vous faire des suggestions, va vous dire, vous devriez regarder ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. En général, ce sont des bons conseils. Hein, ça analyse ce que vous faites, ce que vous sentez, ce que vous écoutez, et ça répond, ça vous propose autre chose. Diagnostics médicaux, c'est encore un autre secteur de l'IA prédictive. Aujourd'hui, c'est un domaine qui évolue très rapidement, surtout pour ce qui est essentiel en radiologie. Euh, L'analyse de radio est de plus en plus performante par rapport au regard humain. On peut faire des erreurs, etc. Mais on sent les radiologues maintenant travaillent avec des intelligences artificielles ou beaucoup de médecins travaillent sur des arbres de. En général, quand vous avez une maladie, ce qui n'est pas très agréable, que personne ne connaît, des médecins, des spécialistes qui regardent les arbres, euh, des possibilités, qui font des analyses suivant ces possibilités et qui vont vous faire un diagnostic. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais c'est une des branches dont on peut penser qu'elle supplante déjà l'humain, ou du moins qu'elle l'accompagne, mais très positivement. Et ce qu'on utilise très souvent tous les jours, les prévisions météorologiques. C'est quand même un domaine qui aujourd'hui est devenu très courant. Ça, c'est un domaine de l'IA aujourd'hui dont on parle peu, qui évolue très vite en ce moment et qui a une importance très importante dans notre vie quotidienne. Pas tous, évidemment. Bon, les recommandations sur Netflix, je ne suis pas persuadé que ça préoccupe beaucoup de personnes. L'IA de reconnaissance, et ça, pour moi, c'était le moment où j'ai compris que je n'avais pas compris. Je vais expliquer pourquoi. J'ai été à la conférence de l'informaticien qui est considéré comme le maître de l'art, qui s'appelle Yann Lequin, qui est un Français qui travaille qui est directeur de recherche maintenant chez Amazon et qui a révolutionné ce domaine-là. Je vais essayer d'expliquer pourquoi il l'a révolutionné. Alors, ce l'IA, c'est les domaines dans lesquels il travaille, c'est la reconnaissance faciale. Euh, En France, on l'utilise peu pour des raisons de choix juridiques, éthiques, etc. Si vous allez en Chine, faire une expérience personnelle, vous arrivez à l'aéroport, on prend une photo, on la met dans un système, et après, bon, je suis allé prendre un billet pour la Grande Muraille, non, c'était la cité interdite, on me donne mon billet, et sur le billet, il y avait mon nom. Je n'ai pas donné mon nom. Ça veut dire qu'il y avait une base de données sur laquelle les visages étaient enregistrés et qu'après des systèmes travaillaient dessus et vous reconnaissaient. Et du reste, c'est ce qui permet d'avoir les points sociaux en Chine. Quand vous traversez mal la rue, on vous enlève des points sur votre crédit de points, etc. On vous reconnaît en permanence. Ça commence à arriver à l'arrivée dans les aéroports aux États-Unis, c'est même maintenant généralisé. En France, on est très en retard. On n'est pas en retard technologiquement, on est en retard dans l'usage, mais ça, c'est un domaine qui aujourd'hui est en train d'aller très vite. Et un exemple, c'est ce qu'on voit maintenant dans les caméras, qu'on appelle les caméras intelligentes dans la rue, qui reconnaissent les personnes avec la limite derrière, on parlerait
plus tard. Elle peut reconnaître qui marche dans la rue, votre nom, votre prénom, comme elle reconnaît quand vous êtes sur l'autoroute votre plaque d'immatriculation, elle vous dit vous roulez trop vite, puis on vous voit. Elle pourrait même dire monsieur un tel, vous roulez trop vite, parce que c'est connecté à la base de données des systèmes d'immatriculation. Il n'y a aucun problème pour le faire techniquement, ils ne le font pas. Mais bon, quand même, quand vous roulez trop vite, ils vous envoient une contravention chez vous, hein. C'est donc il y a tout ce mécanisme-là, sans reconnaissance faciale, qui a fonctionné. C'est la reconnaissance de la plaque de votre immatriculation. Reconnaissance d'objets, qui actuellement, on parlait avec Gérard tout à l'heure, qui est, dont un des domaines actuellement, ce sont les véhicules autonomes. Si vous allez actuellement à San Francisco, vous pouvez prendre des voitures qui sont autonomes, il n'y a pas de chauffeur. Et du reste, Uber est très inquiet actuellement parce qu'il craint, la société craint d'être supplantée par les systèmes de véhicules autonomes. Sur votre téléphone portable, vous appelez un véhicule qui arrive, il n'y a pas de chauffeur, vous rentrez dedans et il vous amène où vous voulez. Donc là, on est vraiment dans cette bascule-là aujourd'hui. J'expliquerai la limite. Et la reconnaissance vocale, là, je pense que ça fait énormément de progrès. Je vous donne un exemple dans l'éducation nationale, moi qui me perturbe encore. Vous faites une réunion d'un conseil d'administration de l'éducation, ou une réunion de parents d'élèves, ou une réunion de professeurs, d'un conseil de discipline, peu importe. Vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre le micro et à la fin de la réunion, d'avoir le résumé de la réunion par écrit. Hein. Il reconnaît ce qui s'est dit et vous avez votre résumé et une synthèse de la réunion. Bon, ce sont des outils qui sont déjà employés par des chefs d'établissement. On voit très bien la rapidité de la. Bah, évidemment, il gagne beaucoup de temps, hein, parce que sinon, il faut un secrétaire de séance qui écrit, etc., qui soit relu. Là, c'est automatique. On arrive à la fin de la séance, on appuie sur un bouton et vous avez votre résumé. Il faut le relire, évidemment. Mais ça fonctionne déjà et les outils sont gratuits sur Internet, hein. Vous pouvez les télécharger, les avoir, il n'y a aucun souci. J'ai mis cette image-là parce qu'elle me fascine depuis cette conférence où j'avais écouté Yann Lequin. Elle est tirée justement de cette conférence. Vous êtes dans la rue et son système reconnaissait, et ça c'est le début des voitures autonomes, il reconnaissait les piétons, le feu rouge, les, tous les panneaux, les panneaux, etc. Ce que vous avez maintenant dans les dernières voitures, vous l'avez. Vous dites, j'ai reconnu un panneau de 50 km/h, etc. Mais ça, il le faisait en roulant. Donc, ouais. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire des voitures autonomes. Et quand on l'a interrogé à la fin de sa conférence, et on lui a demandé comment il avait pu aller dans ce domaine-là. Et en fait, sa fascination quand il était jeune, c'était de comprendre comment on reconnaissait les visages. Comment, quand je vois Gérard, dans la masse de visage, je sais que c'est Gérard. Ce n'est pas simple d'un point de vue cognitif, hein, c'est même très complexe, hein. Et comment, quand je suis dans la rue, je reconnais qu'il y a une voiture, qu'il y a un feu rouge, une personne, un magasin, etc. Et il a commencé à travailler sur des systèmes informatiques qui permettaient la reconnaissance de visage, la reconnaissance d'objets, avec une limite qu'il a atteinte aujourd'hui et avec une direction qu'il prend aujourd'hui, dont on ne parlera plus après. Mais on voit la complexité, et là, c'est vraiment la mécanisation d'une fonction cognitive qui est la vision. C'est comment j'analyse, comment je vois. Moi, ça me perturbe toujours parce qu'à chaque fois que je suis dans une foule, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire pour un humain, quoi. C'est de reconnaître des gens dans une foule. Et très rapidement, hein, c'est immédiat. Et dans le temps. C'est-à-dire que quand vous avez eu un ami il y a 4 5 ans, hop, vous le reconnaissez tout de suite. De dos, de face. Je trouve que là, il y a quelque chose. Quand vous marchez, faites l'expérience quand vous marchez, de voir je reconnais ça, je reconnais ci, etc. Comment ça fonctionne d'un point de vue cognitif. C'est la plus. Alors, Yann Lequin, quand il a fait ses études, c'est assez intéressant parce que quand il a fait son doctorat en France, les profs de l'université lui ont dit que c'était un charlatan. C'était, ça n'avait aucun intérêt. C'était un jeune gars qui était très amusant par ailleurs. Et il n'a pas voulu en démordre. Il était complètement orthogonal à la pensée informatique de l'époque, qui n'était pas du tout sur cette branche-là. Il est parti aux États-Unis, maintenant il est directeur scientifique d'Amazon. Pour l'université française, ça pose un petit problème, c'est qu'il est parti avec
bon, il y a souvent en France, mais c'était une perte. Troisième IA, l'IA générative. Alors, c'est celle dont on parle énormément aujourd'hui, c'est celle qui permet de créer de nouveaux contenus, des textes, des images, des musiques, euh, qui ressemblent qui sont proches de ceux qui sont produits par un humain. Si vous demandez à ChatGPT actuellement, fais-moi un texte sur le style de Victor Hugo, qui parle de ça, 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 c'est immédiat. Sort le document. C'est pas c'est très impressionnant quand vous êtes un spécialiste d'un domaine. La limite étant, ce qu'on a essayé de faire dernièrement, c'est de lui demander de nous écrire un poème dans le style de Rimbaud. Et là, on voit qu'il y a un petit problème. Je vous laisse faire l'expérience, c'est assez intéressant. Vous la ferez avec Rimbaud et Mallarmé. Je trouve que là, il y a quelque chose qui permet de voir la limite actuelle, j'insiste sur le actuel, de ces systèmes de l'IA générative. L'IA conversationnelle est un autre exemple. Vous parlez à une machine, elle vous répond. Ça y est. Et les chatbots, ce que je hais le plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sur un site internet, on vous demande ce que vous voulez, vous tombez sur une machine, celui de la SNCF est en particulier très énervant. Vous dites quel est votre problème, vous donnez votre problème, il vous répond un truc qui est très énervant, et au bout de 10 allers-retours avec la machine, bah, vous raccrochez, vous arrêtez, vous dites bon, ça va, où est-ce qu'il y a le numéro de téléphone, des renseignements ou de la réclamation, ben, il n'y en a plus. Un grand souci. Mais maintenant, nous allons dialoguer en permanence avec des chatbots. Et là, il y en a des très performants. Et là, il y a un marché de chatbots, de générateurs de chatbots, qui est en marche. Et là, ce n'est pas ce qu'on utilise actuellement dans le système administratif. Ça viendra, j'ai dit. Mais je pense que tout le monde a vécu ça, hein, de dialoguer avec la machine et de dire, elle ne comprend rien. Mais il y a des systèmes aujourd'hui qui comprennent bien. Et moi, j'en ai eu un exemple où j'ai été sidéré, c'est celui d'une banque, dont je ne citerai pas le nom. J'ai eu un problème, je n'ai jamais eu affaire à un humain, et elle a compris absolument exactement le problème que j'avais, qui était très compliqué, et elle y a répondu parfaitement. Donc, il y a des systèmes qui sont de plus en plus performants pour parler à des machines et que les machines nous répondent. C'est la troisième fois. En 2012, c'est là où, je pense tout à l'heure, Gérard a parlé de 1956, je pense que l'année charnière dans ces domaines-là, c'est 2012. Il s'est passé, j'étais un peu trop loin, trop rapidement. Ouais. Voilà. Alors, c'est assez difficile à comprendre. Tous les ans, il y avait une compétition, il y a toujours, une compétition sur la reconnaissance d'images. Donc les chercheurs venaient avec leur machine, on leur montrait une image, et il fallait, on regardait le laboratoire de recherche qui était le plus performant pour reconnaître l'image. Donc on leur montrait un chat, et puis il y a des machines. Les machines disaient c'est un chat. Il y en a qui le disaient beaucoup plus rapidement, il y en a qui ne reconnaissaient pas un chat, etc. C'était le test, et il y avait un jeu là-dessus des laboratoires de recherche qui venaient pour tester leurs algorithmes. Et là, il y a une équipe qui est arrivée avec ce qu'ils appelaient à l'époque, eux, un réseau de neurones qui s'appelait AxelNet. Et il a battu absolument tous les autres systèmes. Et là, c'est la phrase qui est dite à ce moment-là. Tout le monde est resté scotché parce que le gars, il arrivait avec une boîte noire, ce qu'on appelle une boîte noire aujourd'hui. Il montrait des images et la boîte noire, ça comme ça, c'est informatique. La boîte noire, il répondait immédiatement ce que c'était. Et il avait pris une approche qui est radicalement différente, et ce qui pose aujourd'hui problème, radicalement différente de celle qui était utilisée avant. Alors je vais essayer d'expliquer simplement, j'ai expliqué un test avant. Il y a deux manières d'analyser une image. Je simplifie. La première, vous dites un chat, moi je vais prendre une girafe, elle a un grand cou, elle a des grandes pattes, elle mesure tant, etc. Il voit une image,
Il regarde le cou, il regarde le corps, il regarde les pattes. Il dit c'est une image. C'est une girafe. On lui montre un chat, on lui explique ce que c'est un chat. On lui montre un chat, il dit c'est un chat. Ça, c'est la méthode classique qui était utilisée avant 2012. Et il y a une autre méthode, c'est de donner plein d'images et simplement entraîner la machine. On ne dit pas ce que c'est qu'un chat, on ne dit pas ce que c'est le diable. On entraîne la machine avec plein d'images. Et elle dit, bon, dans l'entraînement, on lui dit ça c'était un chat, ça c'était une girafe, mais on lui dit pas, on lui donne pas disons, les caractéristiques de l'image. Et ça, la boîte noire, ça s'appelle le gars qui a inventé ce ça s'appelle un réseau de neurones. Je ne vous l'expliquerai pas ici. Je ne suis même pas sûr que j'arriverai à l'expliquer en général. C'est de l'informatique pure, de l'algorithme pur, et c'est absolument génial au niveau invention. D'où l'importance aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui des données d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a des boîtes noires, on leur donne plein de trucs, et puis à la fin, on les entraîne. Et elles se débrouillent après pour dire ça c'est ça, ça c'est ça. En jeu d'échecs, avant, dont je parlais tout à l'heure, on regardait toutes les branches possibles et après on optimisait, on regardait celle qui était la meilleure. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. On le fait jouer aux échecs et on regarde quand est-ce qu'il gagne. Et on fait jouer aux échecs contre un autre ordinateur. Et puis la boîte noire, elle apprend les meilleures stratégies, mais on ne lui a pas donné la stratégie. Et là, tout d'un coup, on est dans un domaine où on voit qu'il va y avoir une bifurcation complète, justement, dans ce qu'on appelle l'intelligence. Je vais continuer. Pour mieux comprendre, c'est ce que je viens de vous expliquer, l'IA symbolique, ce qu'on appelle symbolique. On définit ce que c'est, les symboles, et puis, un peu plus vite, l'IA connexionniste, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux de neurones, on ne lui donne rien, mais on l'entraîne. Ça ne veut pas dire que l'IA, ça ne veut pas dire que l'IA. Il y a un type qu'il faut arrêter là. Vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait Oui, pas de notre intelligence. Celui-là. En déco. Non, mais je pense que c'est ce micro, non? Donc, Boîte noire. ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas dire aujourd'hui que là, on va totalement abandonner une des branches. Au contraire, actuellement, on est en train de faire des symbioses entre les différents courants. Mais en tous les cas, ce qu'on appelle les boîtes noires, c'est là où on a un problème aujourd'hui, pour rejoindre Gérard, un point de vue au niveau éthique, au niveau, disons, philosophique. On a des machines actuellement qui sont capables d'apprendre. Alors, faire un petit retour en arrière, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler d'Alan Turing. Alan Turing, c'est le génie de l'informatique. C'est lui qui a inventé la modélisation d'un ordinateur en 50, et c'est lui qui a décrypté les codes allemands, le système de codage allemand pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée. C'est une histoire tragique, mais je vous invite à lire sa biographie. Il y a plusieurs livres sur sa biographie. Mais c'était un concepteur. Sa problématique, c'était l'intelligence et c'était de fabriquer des intelligences artificielles. Alors, c'est lui qui a inventé le premier test pour voir si une machine était intelligente. Il s'appelle le test de Turing. C'est intéressant de reprendre ce test pour voir où on en est aujourd'hui. Il est aujourd'hui complètement dépassé, totalement obsolète, hein. Donc, c'est un titre historique que je vous le donne. C'était très simple. La description du test est la suivante. Derrière un rideau, vous mettiez un humain et une machine. À l'époque, il n'y avait pas de reconnaissance vocale, hein. C'était par écrit. Si l'humain ne savait pas qui lui répondait, l'humain qui faisait le test, qui faisait passer le test, ne savait pas si c'était l'humain ou la machine qui lui répondait, il considérait que la machine était intelligente. Il y a eu plusieurs systèmes comme ça. Moi, qui était un charlatan, qui s'appelait Lisa à l'époque, le système.
Et ce test-là a été pendant très longtemps la manière de voir si on avait affaire à une machine qui était aussi intelligente ou plus intelligente que l'autre. Ça s'appelle le test de Turing. Aujourd'hui, tous les systèmes qu'on a, par écrit, par oral, etc., s'ils passaient le test de Turing, seraient considérés comme des systèmes intelligents. Vous ne pourriez pas reconnaître. Il y a une manière très simple de le voir, c'est qu'actuellement, vous voyez des acteurs, il y a des acteurs virtuels, vous ne pouvez pas reconnaître s'ils sont virtuels ou pas. Il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux, on ne sait pas s'ils sont réels ou pas. Donc, le test de Turing est totalement dépassé, mais il est important au niveau historique, comme jalon de l'histoire de l'intelligence artificielle. Au sens de la définition de Wikipédia, actuellement, toutes les IA actuelles sont intelligentes. La question qui se pose, elle est intéressante parce que c'est la question, oui, ouais, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut parler d'intelligence. C'est un peu le, si vous voyez où je veux venir. Je pense qu'il faut abandonner le terme intelligence artificielle. Alors ça, c'est intéressant parce que maintenant, ce n'est plus nous qui nous posons la question, c'est plutôt un côté d'humour. Ce n'est plus nous qui nous posons la question de savoir si la machine est intelligente, c'est la machine qui nous demande de prouver qu'on est un humain. Et ça, je trouve que c'est un renversement assez extraordinaire. Vous l'avez tous vécu, hein, oh, prouvez que vous êtes un humain, prouvez que vous n'êtes pas un robot. Donc c'est assez étonnant de la part d'une machine de demander ça. Alors c'est des tests relativement simples, mais ces tests ne sont pas anodins. Ouais. Ces tests permettent d'entraîner les machines. Donc c'est assez extraordinaire. Ce test-là permet d'entraîner la machine à reconnaître des voitures. Et millions de personnes qui disent, là, je vois une voiture là, je vois une voiture là. On ne vous dit pas ce que c'est que une voiture. La machine fonctionne, la boîte noire fonctionne, et après, quand on lui donne une image de voiture, elle reconnaît une voiture. C'est parce qu'elle a été entraînée par vous. C'est vous qui l'entraînez. Vous voyez, voilà. Pareil pour les chiffres. C'est pour reconnaître les chiffres sur les plaques d'immatriculation. C'est toute la journée. À chaque fois que vous allez sur un système, il va le faire. Ce sont les petites mains, vous, qui alimentez l'entraînement de ces machines. Vous en avez plein de tests comme ça. C'est relativement. Ça s'appelle des CAPTCHA. Alors, ça pose la question de on ne fait pas fausse route quand on parle d'intelligence artificielle? À se poser la question, est-ce qu'une machine est intelligente, elle n'est pas intelligente, etc. Je pense qu'il faut arrêter de se poser la question de cette manière-là. Alors, tous les chercheurs actuels, alors maintenant on ne parle plus d'intelligence, mais on parle d'intelligence artificielle générale, IAG. Hein, souvent, si vous entendez, on vous dit on travaille sur des systèmes d'IAG. Pour voir que le principe intelligence artificielle, ça y est, c'est dépassé. On travaille sur des systèmes d'IAG qui permettent d'égaler ou de dépasser toutes les performances cognitives humaines. C'est là-dessus que travaillent actuellement les développeurs dans ce domaine-là. Je prends un exemple assez simple. Je reprends l'histoire de la conduite, moi qui me fascine personnellement, de la conduite automatique d'une voiture. La voiture, elle circule. Il y a deux situations où la voiture, automatique, ne sait pas quoi faire. Et vous non plus. Hein. Si vous conduisez, vous êtes dans la même situation que la machine. Vous conduisez, vous voyez une personne sur le trottoir. Vous ne savez pas si cette personne va ou pas traverser. Est-ce qu'elle a l'intention, et c'est là la question qui se pose, quelle est l'intentionnalité de la personne? Est-ce qu'elle va traverser ou elle ne va pas traverser? Ce qui, quand même, quand on conduit, est relativement important. Aujourd'hui, une machine ne sait pas mesurer l'intentionnalité. Autre exemple, toujours avec la voiture, quand vous arrivez au péage d'une autoroute, conduire sur une route, il n'y a aucun problème. Une autoroute, encore moins. Une voiture devant. Si vous rentrez dans une Tesla, il vous montre toutes les voitures qui circulent autour de vous, ce qui est quand même assez fascinant. Par contre, si vous arrivez au péage, là, l'ordinateur disjoncte
parce qu'il y a des voitures qui changent de rang, bah, vous avez tous fait l'expérience, vous arrivez, là il n'y a personne, paf, je pars à droite. Donc à ce moment-là, la décision est tellement complexe que la machine ne sait pas gérer à ce jour l'intentionnalité. Ce qui est la limite aujourd'hui, si vous entrez dans une voiture autonome, c'est assez pénible, c'est qu'elle s'arrête souvent. Hop, elle reprend. Elle fait très attention à. Elle voit un piéton, elle dit, il est possible qu'il traverse ou pas, mais en tous les cas, je m'arrête. On attend. Et là, elle repart. Donc vous êtes dans quelque chose qui est quand même assez disons, rythmé. Donc c'est pas la question n'est pas de savoir si une machine est intelligente, mais les frontières qu'il y a actuellement, de réfléchir sur les frontières qu'il y a entre l'humain, j'inclus l'animal. Il y a une grande réflexion actuellement dans la différence entre l'humain et l'animal sur les fonctions cognitives, et la machine. Et je pense qu'il faut focaliser aujourd'hui sa réflexion sur ce sujet-là. Donc, cette question du propre de l'homme est très ancienne et elle interroge aujourd'hui l'IA, c'est qu'est-ce qui est le propre de l'homme qui différencie l'homme de l'animal et de la machine. Je passe, j'ai du mal à, comme Gérard a un tout petit peu parlé longtemps. C'était l'intentionnalité. C'était l'intentionnalité. Oh, ça me fait peur. Alors, les caractéristiques de l'identité humaine, elles font débat et on est loin d'avoir une réponse très claire sur ce sujet. Elle alimente, comme l'a formulé Gérard, les mythes, les imaginaires, le cinéma, la littérature, la science, les idéologies. Elle fit tout. Alors, je vais vous donner quelques exemples parce qu'ils sont quand même, surtout ici, assez intéressants. Premier exemple, ils sont multiples, hein. Le mythe du golem. Je pense qu'ici, tout le monde, la ville de Troyes, tout le monde connaît le golem. Le golem, c'est une. Gérard en parlerait beaucoup mieux que moi. Sinon, c'est un artifice humanoïde euh, qui est une grande mythologie de Prague, du monde juif. Euh, on lui met dans la bouche un mot émettre, je simplifie, dans la bouche et il commence à vivre et puis on ne le maîtrise plus. Il est indomptable et la seule manière de l'arrêter, que son concepteur l'arrête, c'est de reprendre, d'effacer la première lettre de Emmet, qui fait Met, et qui fait retourner l'homme, le golem, à la poussière. Hein. C'est, et ce qui est, dans ce mythe, ce qui est assez fascinant, euh, c'est que ce qu'il fait fonctionner, ce qu'il ne fait se détruire, c'est la parole. C'est l'écrit, c'est la parole. On lui donne la parole, on lui donne l'écrit, il vit, change le programme, et c'est la seule manière de le faire mourir. Et ça, c'est un grand classique de la mythologie, de l'imaginaire juif. Là, je vous ai donné une représentation du golem. Ça s'achète sur Internet. Je trouve ça très joli en plus comme représentation. J'en ai un sur mon étagère. Et, et c'est là, on est dans le XVIe siècle. Hein. On est au XVIe siècle. C'est une problématique qu'on se pose déjà au XVIe siècle. Une résonance profonde avec les discussions contemporaines sur la question de l'intelligence artificielle. Projet de Vaucanson, j'en connais moins. Là, on est dans la période, on est au XVIIIe. Vaucanson et son projet, c'était de fabriquer des mécaniques qui modélisent les fonctionnements du corps humain. Là, c'est son canard, vous pouvez le voir, je crois. Vous lisez les arts et métiers à Paris, je pense qu'il y en a un exemplaire. Et c'était la question se posait, c'est Descartes. L'homme est une machine, on peut l'expliquer comme tel, donc on va reproduire des fonctions de l'homme par la machine. Là, c'était le tube digestif. Et ça fait avancer la science de manière incroyable, cette manière de voir l'homme comme une machine, c'est Descartes, c'est Spinoza en quelque sorte aussi, hein, c'est toute une réflexion là, c'est du 18e. Terminator aujourd'hui, c'est exactement la même question, c'est que quand vous voyez le film, c'est plus trop
si c'est un homme ou c'est un robot. S'il réagit comme un homme, on sait que c'est un robot, mais s'il réagit comme un homme ou pas, et tout d'un coup, il devient autonome. C'est le golem actuel, hein, du cinéma américain, Terminator. Ça se traduit aujourd'hui dans un courant de pensée aussi qui est très à la mode avec Elon Musk, qui est le transhumanisme. C'est-à-dire comment actuellement je peux augmenter l'homme en lui implantant ce qui se fait déjà aujourd'hui, euh, des, euh, des puces dans le cerveau pour augmenter ses capacités cognitives. Alors, il y a des domaines où il y a eu ça a été de grands espoirs, et ça l'est aujourd'hui, par exemple, pour les aveugles, c'est qu'on a commencé à pouvoir faire voir des aveugles. Ils ne voient pas comme nous, mais si vous faites la relation avec tout à l'heure, la reconnaissance de l'image, le microprocesseur, la boîte noire, et que vous implantez cette boîte noire dans le mécanisme, on sent que là, il y a une piste qui est actuellement suivie pour faire voir les aveugles. On lui donne, il est assez, je ne voudrais pas m'avancer, mais il est peu probable que ce qui se passe dans la boîte noire, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Mais en tous les cas, le résultat est très proche. Donc, il y a un courant de pensée actuellement qui est très puissant, aux États-Unis en particulier, mais même en France, hein, il y a des adeptes, d'augmenter l'homme. Si vous avez Netflix, c'est pas de la pub pour Netflix, mais si vous avez Netflix, il y a un film qui est sorti, qui est le quatrième peut-être volet de Alien, le grand film d'horreur, et la dernière mouture de Alien. Vous ne reconnaissez plus dans le film les humains, euh, les, euh, les automates. euh, les- c'est- Ils brouillent totalement les pistes dans le film et c'est assez intéressant de regarder le film comme ça parce que vous ne savez plus quelles sont les limites entre l'humain, l'animal, la machine. Et ce n'est pas l'humain qui gagne, donc c'est l'explication, la chute est assez terrifiante. Et c'est la start-up d'Elon Musk, bien connue pour les Tesla et pour son influence actuelle aux États-Unis, les fusées, les satellites, etc., etc. Il a fait une société qui s'appelle Neuralink, qui est spécialisée dans ce type de prothèse pour l'humain. Et là, on est vraiment dans les frontières entre l'humain et la machine. Je vous laisserai compléter cette liste par des exemples dans ces domaines-là. Alors, je reviens, pourquoi le titre de la conférence? Quel est le propre de l'homme? Alors, il y a eu plusieurs pistes pour définir quel était le propre de l'homme. Je vais vous en donner quelques-unes. Capacité à fabriquer des outils et à fabriquer et utiliser des outils de manière complexe. C'est qu'aujourd'hui, recherche récente, que les grands singes fabriquent des outils et les utilisent de manière complexe. On peut penser que les machines, les robots, concurrencent l'homme sur ce domaine-là, fabriquer des machines et les utiliser de manière complexe. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur Internet où on voit en Chine les camions sur les docks d'un grand port de Chine qui sont totalement automatisés et il n'y a plus d'humains. Donc, c'est des domaines où la machine est rattrapée, rattraper l'homme. Deuxième piste, c'est la raison. Penser de manière abstraite, résoudre des problèmes complexes et élaborer des théories. Actuellement, les systèmes d'IA raisonnent, résolvent des problèmes complexes. En mathématiques, il y a des problèmes qu'on a résolus par l'IA. C'est terrifiant, on fait des maths, c'est qu'on ne sait pas comment elle les résout. Il y a des démonstrations automatisées, et de plus en plus, les mathématiciens travaillent en relation avec des ordinateurs. Pour des problèmes complexes, et des fois pas complexes, c'est des problèmes très simples, des cas de couleurs en particulier ou d'autres, où la machine le prouve, avec sa boîte noire, elle arrive à démontrer le théorème, ou démontrer que le théorème est faux. C'est plus intéressant. Bon, là aussi, la raison n'est peut-être pas obligatoirement le différentiel. Différenciation ne va pas s'opérer sur la raison. La créativité, on parle beaucoup de l'homme, le propre de l'homme, c'est la créativité, l'art, le langage symbolique.
Là encore, les frontières avec l'IA deviennent de plus en plus complexes. Euh, on peut reconnaître aujourd'hui une œuvre d'art réalisée par l'IA, on peut encore, parce qu'on pourra toujours. Sur la musique, ça devient de plus en plus complexe. Vous savez que les grandes plateformes musicales actuellement fabriquent de la musique par IA et envahissent leurs plateformes de musique totalement générées par IA. Ça leur permet d'éviter de payer les droits d'auteur. Et puis, ils ont une utilisation dans les supermarchés, etc., etc. Et cetera. Et c'est une musique qui n'est pas obligatoirement de mauvaise qualité. Ben, après, la question, c'est de savoir ce qu'on appelle de la créativité. Et c'est là tout le nœud du problème va être là. Mais en tous les cas, on sent que l'IA approche aujourd'hui de ce domaine-là. La conscience de soi. La propre de l'homme, c'est d'avoir conscience de soi, c'est-à-dire réfléchir sur sa propre existence, se projeter dans le futur, se remémorer le passé. Euh, Ce qui pose la question de la confiance de l'IA. Alors sur ce dernier point, moi j'ai demandé à une IA, as-tu conscience de toi? Intéressant de poser. De temps en temps, il vaut mieux avoir l'avis de l'intéressé et lui poser directement la question. Des fois, les réponses sont assez troublantes. Même des fois, moi, au début, j'étais parti relativement sûr de moi dans la conférence, et puis petit à petit, je commençais à de moins en moins dormir, parce que je trouvais ça terrifiant. Voilà ce qu'elle répond. Alors, quand je mets en italique, maintenant, c'est la machine qui parlera. Alors, pour être très clair, la réponse est non. Je dis je. Ça, moi, ça je n'ai pas conscience de moi au sens où les humains l'entendent. Voici ce que je suis et ce que je ne suis pas. Ce que je suis. Je suis un modèle de langage avancé, une intelligence artificielle développée par Google. Mon fonctionnement repose sur l'analyse d'une quantité gigantesque de données textuelles pour identifier des modèles et générer des réponses pertinentes et cohérentes. Ça, elle répond ça en une demi-seconde. Hein. C'est immédiat. Je suis capable de simuler une conversation, de créer et de raisonner logiquement, mais c'est le résultat d'un traitement informatique, pas d'une expérience subjective. C'est troublant quand même. Ça, on voit qu'on repousse les frontières du sujet. Moi, quand on lit ça, on a l'impression que la machine a une certaine conscience d'elle-même. Hein. Pas, ce qui me manque, ce qui répond à ce que je suis et ce qui me manque, la subjectivité. Je n'ai ni sentiment, ni émotion, ni croyance, ni expérience vécue. Et la conscience, je n'ai pas d'existence intérieure de moi, entre guillemets, ou de je qui réfléchit. Je n'ai pas conscience d'exister. Je suis conscient, entre guillemets, de ma fonction. Je sais que je suis une IA et je peux l'expliquer, mais je n'ai pas la conscience de soi qui définit des êtres sensibles. Je suis un outil puissant pour l'information, la création et la création. Mais je ne suis pas un être vivant. Imaginez être en face actuellement d'un robot qui vous répond ça. Et ce robot existe aujourd'hui. Hein. Ça y est, ils sont produits. Ils sont produits, ils sont mis à disposition des maisons de retraite en Chine pour accompagner des personnes âgées dans la solitude, etc. Donc, on a été très vite en quelques années. Hein. Faut... Alors, c'est là où je me suis posé la question du rire. Aussi, on entend, dans l'histoire, on entend souvent dire le rire est propre de l'homme. Hein, et ça date, je passe vite là. Oui, déjà, j'enlève les chatouillements. C'est pas de ce rire-là dont je veux parler, parce que c'est une machine peut rire quand on la chatouille. Il suffit de lui mettre assez de terminaisons électriques pour que quand on appuie à certains endroits, elle se trémousse. Mais je ne parle pas de ce rire-là. Euh, Ni de l'expression MDR, mort de rire, que la machine, des fois, nous sort. Mais le rire, là, ça mérite de s'y arrêter un certain temps. Donc, je trouvais que pour prendre comme entrée la différenciation entre la machine et l'humain, le rire, était une approche intéressante, puisque Aristote, déjà, ici, définissait le rire lié à la raison, à la faculté de juger, le ridicule ou l'absurde.
capacité considérée comme unique à l'homme. Hein, quand on demandait quelle est la différence entre l'homme, l'animal ou la machine, c'était déjà un point. Gargantua, Rabelais, le Gargantua, qui dit le rire est propre de l'homme. Hein, c'est quand même des références sur cette approche-là. Je suis du reste Rabelais. Et enfin, Bergson, toute son analyse sur le rire, que je résume par la thèse ci-dessous. Je vous laisserai le transparent parce que je ne vais pas tout dire. Euh, donc le rire, je trouve que c'est une bonne approche et que le test de Turing aurait dû non pas être lié à l'échange avec la machine, d'un dialogue, mais voir si la machine pouvait rigoler, quoi, et rire. Beaucoup plus compliqué. Donc j'ai commencé à essayer de voir si la machine avait de l'humour ou pas. Au début, j'étais sûr de moi, maintenant j'en sors beaucoup plus perturbé. Je vais vous donner quelques exemples. Pour montrer les frontières entre l'humain et... Je pensais que le rire était le bon critère. Je pense que c'est un renouvellement qu'on pourrait avoir dans la poursuite d'Aristote, de Bergson. Je pense que c'est une approche que les philosophes, si on a dans la salle, ça mériterait de creuser le sujet. Je ne suis pas philosophe. En tous les cas, le rire est étroitement lié à nos capacités cognitives complexes. Pour comprendre une blague, par exemple, il faut souvent faire preuve de compréhension fine du langage et du contexte social. Et donc, c'est un bon critère pour analyser. Si l'IA commence à comprendre l'humour, personnellement, je pense que c'est le dernier bastion qui tombe, hein, pour faire tomber la frontière entre l'humain et la machine. Alors, pour voir où on en était, j'ai commencé à dialoguer avec la machine pour voir si ça la faisait rire ou pas rire. Alors, je lui ai posé déjà la question, peux-tu rire? La réponse, c'est comme pour la conscience, elle est très troublante, je trouve, c'est non, je ne peux pas rire, comme pour la conscience, je n'ai pas de conscience. En tant qu'IA, je n'ai pas d'émotion ni la capacité physique de rire. Ça, c'est faux, parce qu'elle pourrait avoir aujourd'hui la capacité physique de rire à travers un robot. Hein. Donc, je ne ressens pas la joie ou l'humour comme les humains. Qu'est-ce qu'elle en sait? Et mon but est de fournir des informations et d'accomplir des tâches. Cependant, je peux reconnaître l'humour et comprendre les blagues, les jeux de mots, les situations amusantes. Je peux même générer des blagues ou écrire des histoires drôles, mais c'est basé sur mon analyse de modèles de langage et de données, non pas sur mon expérience personnelle. Une autre fois, je passe, elle a la même réponse. Parce que le problème avec les IA, c'est que quand vous posez la question plusieurs fois, elle a des réponses différentes. Donc il faut insister souvent là-dessus. En bref, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle peut imiter le rire, mais elle ne le ressent pas. Ce qui est assez inquiétant dans la réponse de Gemini, c'est qu'elle dit aujourd'hui. C'est. Or, aujourd'hui, quand on pose une blague à Gemini, elle donne une explication de l'humour de la blague. Donc, j'ai fait un test assez simple. J'ai pris trois tests d'humour, trois types d'humour. La blague carambar, tout le monde connaît carambar ici. Donc, c'est caramel, ouvré, il y a une blague dedans et la réponse. Moi, je trouve ça. J'ai un fils, quand je lui demandais ce qu'il voulait faire dans la vie, il me disait inventeur de blagues carambar. J'ai toujours trouvé que c'était un bon travail. Et je vais vous prouver que c'est peut-être le meilleur travail aujourd'hui. Euh, L'humour anglais et l'humour juif, sachant que Saint-Gérard est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, il y a une différence de fonctionnement entre les trois humours, et en particulier sur l'humour anglais et l'humour juif. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont sous-jacents. La blague anglaise, c'est l'absurde, l'inattendu, le non-sens. L'humour juif, c'est l'autodérision, souvent. Et plus que ça, l'absurdité de la condition humaine, son rapport au divin, etc. Alors, j'ai pris des exemples de blagues carambar. J'ai raconté des blagues carambar, des blagues de l'humour britannique à la machine et de l'humour juif à la machine. Première blague carambar, qu'est-ce qu'une baguette avec une boussole? Alors, la réponse de la blague que donne Carambar, parce qu'on retourne et elle donne la réponse. Hein. Personne n'a trouvé ici.
Non, personne ne trouve la réponse. C'est un peu perdu. Bon, ça, c'est du carambar pur. Donc, il y a le gamin, il ne comprend rien. Mais je la trouve quand même très bonne. Bon, ben, il aurait pas, la réponse de carambar, ça devrait être plutôt du pain perdu. Quand on pose la question à Gemini, et c'est là où on voit sa limite, réponse de Gemini, ah ah. Pour une IA qui ne rit pas, je trouve que ça commence assez mal. C'est un excellent jeu de mots. La réponse est effectivement un pain perdu. Cela combine le mot pain, la baguette, l'idée de perdu, car si vous avez besoin d'une moussette, c'est que vous êtes perdu. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la réponse de Carambar, mais c'est assez fort quand même. Mais bon, ça ne fait pas référence au pain perdu. Hein. Globalement, pour la plupart des blagues Carambar, euh, l'IA répond à peu près correctement, sauf quand il y a des références comme ça qui sont assez subtiles sur ce que c'est que du pain perdu. L'humour anglais, alors ça, j'aime bien. C'est typiquement anglais. C'est un chasseur de tête. Il demande à un candidat pour un poste trader à la City. Voici un dessin qui présente la mer. Trois hommes naviguent. L'un d'eux, nageur, évolue en pleine confiance, totalement désarmé. Le deuxième a un grand couteau. Le troisième a un fusil à harpon. À quel personnage de ce dessin vous vous identifiez? Alors, la personne dit au troisième homme. Et la réponse, c'est dommage, ce que nous cherchons, ce sont des requins. Euh, c'est vraiment de l'humour anglais, là. Hein. Mais je trouve que ça représente bien l'état actuellement du marché. Donc, je trouve que c'est typique de ce qui se passe dans le marché. Maintenant, je le saurai si je cherche un emploi. Oui, c'est bon, on va faire. Il faut avoir des grandes dents. Alors, réponse de Gemini, ça pourrait être les autres, la DeepSeek, j'ai pris Gemini parce que elles répondent toutes pareil. C'est une excellente blague qui illustre la mentalité agressive et prédatrice, souvent recherchée dans le monde de la finance. Parfait, il n'y a rien à dire. Et quand je dis elle répond ça, c'est immédiat. C'est troublant quand même quelque part. Si elle répond ça, c'est qu'elle comprend. Donc, elle comprend l'humour. Où est la différence? Exemple d'humour juif. Bon, ça, bon, on a le spécialiste ici. J'en ai choisi trois. La dernière, elle est bonne. Je vous expliquer pourquoi elle n'est pas bonne. Premier exemple, toc toc toc, c'est qui demande Moshe? C'est le KGB classique, hein, l'humour juif, la relation avec le KGB. Que voulez-vous demande le vieil homme. On veut parler. Après quelques secondes de silence, Moshe leur demande, ah bon, et vous êtes combien? Nous sommes deux. Eh bien, répond Moshe, vous n'avez qu'à parler entre vous. Subtil. Je vous conseille aussi de répondre cela. Réponse de Gemini. C'est un classique de la blague juive, bien connu, qui joue sur l'humour yiddish et la prudence face à l'autorité, historiquement le KGB, en Union soviétique. Elle est drôle car elle repose sur un malentendu volontaire de la part de Moshe. Il interprète l'invitation, c'est faux, là, elle se trompe. C'est pas un malentendu volontaire de la part de Moshe. Il a très bien compris ce qu'il dit. Donc là, elle dérape, elle dit, ah. Mais en tous les cas, elle comprend que on veut parler à double sens, etc. Mais elle ne comprend pas que c'est Moshe qui joue sur ce double sens. Hein. Donc c'est intéressant d'analyser. Aujourd'hui, s'il y a des étudiants qui veulent faire une thèse, il y a une très bonne thèse sur l'humour et l'IA. Hein, c'est de faire passer et de voir où est-ce que l'IA, à un moment donné, dérape. C'est complexe, hein, c'est pas deuxième blague juive, bon, parce que c'est la Siturachi, donc je me suis senti obligé. Celle-là, elle est très classique, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est terrifiante. Sur son lit de mort, un vieux juif dit à sa femme, oh Sarah, quand la boutique a brûlé, est-ce que tu étais à côté de moi? Oui, oui, Moshe, j'étais à côté de toi. Il se force un peu. Quand les nazis nous ont chassés de notre cher Allemagne, est-ce que tu étais à mes côtés? Oui, oui, la famille. Oui, oui, Moshe, j'étais à côté de toi. Et maintenant, la brèche, ça peut durer très longtemps. Et maintenant, tu es à mon lit de mort, n'est-ce pas? Moshe, oui, oui, je suis à côté de toi, mon chéri. Et le vieux juif soupire en disant, je commence à penser que tu me portes malheur. Je pense que c'est un archétype de l'humour juif. Et justement, Gemini répond, c'est absolument classique comme blague.
C'est une blague culte de l'humour juif qui utilise l'autodérision non seulement sur les épreuves de la vie, mais aussi sur la relation éternelle entre mari et femme, même au bord du trépas. Je vous passe la suite. On voit que là, on touche du doigt. Je pense que les informaticiens devraient de plus en plus travailler et faire entraîner les machines sur l'humour, mettre plein de blagues de toutes sortes dessus. Alors, troisième exemple, je vais le sauter assez vite parce que m'a posé la question. Parce que j'ai posé la question à l'IA, vous allez voir ce qu'elle répond, mais j'ai posé aussi, ma compagne, qui est dans la salle, mais je ne la regarde pas, qui elle n'a pas compris la blague. Donc, ça pose quand même parce qu'elle est très contextuelle. C'est sûr que là, comme on n'est pas dans la culture juive, on a beaucoup de mal à comprendre la blague. Euh, c'est la blague classique, c'est le jour de son investiture. euh, un homme juif est nommé président de la République. Le jour de son investiture, sa mère est dans la foule. Elle donne un coup de coude à la personne assise à côté d'elle. Elle montre son fils et dit, vous voyez mon fils là-haut. Son frère est médecin. C'est vrai que c'est un peu, quand on n'a pas été élevé par une mère juive, c'est un peu compliqué à percevoir tout de suite. Bon, c'est une blague très connue. Par contre, l'IA répond exactement, elle a bien analysé la phrase. Et ça, je trouve que c'est très perturbant. Et c'est encore plus perturbant, je trouve, que quand une personne ne la comprend pas et que l'IA la comprend. Hein. Je renverse la problématique. Donc il faut non seulement dire des blagues, il faut faire des comparaisons. Alors, celle-ci, moi, elle m'a fait beaucoup rire. Bon, le lendemain, Mérou s'est fait censurer. C'était le lendemain aussi où Rick Davis, le leader du groupe Supertramp américain, est mort. Et Libé a. Alors, c'était vraiment pour les initiés, ça. Elle est très bonne. C'est typique des unes de Libé. Quand elles sont bien. Celle-là, elle est très bonne. Supertramp, référence à Supertramp, Rick Davis, Bérou. Je me suis dit, ça, l'IA, elle ne peut pas possible. Faire le lien entre Supertramp et Supertramp AMP, truc, bon, non. Eh bien non, elle ne peut pas. Alors voilà la tartine qu'elle m'a écrite, elle ne comprend rien au problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les références Supertramp. Elle ne peut pas aller chercher dans sa base. Vous vous rendez compte le mécanisme d'humour là? Il faut regarder Supertramp, changer de E de Tramp en Tramp, en un A. Voir que historiquement, c'était le même jour que le décès du leader du groupe Supertramp et faire la relation avec le vote de la censure. Quand vous regardez ça en humain, peut-être pas tout le monde, mais ceux qui sont dedans, c'est immédiat. Ou on rigole ou on ne comprend pas, mais c'est immédiat. Et les unes de Libération, les unes souvent du Canard enchaîné, sont de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'elles sont dans un registre qui, lui, est incompréhensible pour l'intelligence artificielle, à ce jour, à ce jour. Et ça, je trouve que ça mérite d'être fortement exploité. Ensuite, j'ai demandé, bon, je passe sur cette partie-là, j'ai demandé à l'IA si elle pouvait lire. Elle, si elle, j'ai demandé si elle pouvait me faire rire. Je regarde simplement. Ouais. Je passe les éléments d'analyse. Je pense que à vous de faire votre propre analyse, mais globalement, il y a 4 types de, de mécanismes. Il y a l'ambiguïté sémantique, la plus simple pour une IA. Ça, elle est vraiment déjà aujourd'hui, ils ont capé pour répondre à ce genre de choses. L'ambiguïté syntaxique, ça, c'est un point sur lequel qui est très compliqué. Le grand exemple pour les informaticiens, pour mesurer la difficulté du langage, c'est la belle porte le voile. La belle, la belle porte le voile. Vous avez 2 interprétations sur le contexte. La belle, la femme, porte le voile, ou la belle porte le voile. Pas si- La belle porte le cache. D'accord? Ce type de phrase qui est assez classique en intelligence artificielle, pour les informaticiens, ceux qui font d'analyse de langage, c'est là-dessus qu'ils travaillent aujourd'hui. Les linguistes, ils travaillent sur ce type de phrase, voir si la machine peut comprendre ça. C'est d'une complexité. La phrase est simple, hein, il y en a plein des comme ça. Vous voyez.
La phrase est simple, mais elle est très très complexe d'un point de vue linguistique à analyser pour une machine. Et en théorie du langage, c'est un problème très complexe. Après, il y a l'absurdité apparente, un des beaux exemples. Et c'est là qu'on rejoint l'humour et la poésie, parce que je pense que humour et poésie fonctionnent sur le même mécanisme. Ça, c'est important. C'est dans le poème d'Éluard, Bleu comme une orange. Euh, Or, là, l'IA répond parfaitement. Pourquoi elle répond parfaitement? Parce qu'elle a analysé tous les devoirs de professeurs qu'ils mettent sur Internet pour expliquer le poème de Paul Éluard, donc elle n'a aucun souci de sortir toutes les analyses de texte qui ont été faites par les professeurs. Mais, donc elle explique pourquoi cette phrase, le sens de cette phrase, et elle explique parfaitement, hein. Ce qui pose beaucoup de questions aux profs aujourd'hui, parce que leurs élèves, ils vont sur ChatGPT, n'importe quoi, ils tapent le truc et ils sortent. Ma petite fille elle-même, elle fait des photos, j'ai du mal à comprendre encore, elle fait des photos de sa copie de maths, et demande à l'IA si elle a bon ou pas. Et ça marche. Et là, ça commence. Moi, je suis prof de maths, donc en général, je corrige. Et donc, je me suis dit, si j'étais prof de maths, à la limite, je scanne. On sait scanner les copies. Je les passe à l'IA, il me dit, bon, elle est mauvaise, et puis c'est réglé. Donc là, il y a une petite question qu'on peut se poser par la suite. Et l'utilisation de recherche ou de contexte totalement décalé, parodie, surprise, etc., où là, l'IA déconnecte. Bon, il y a un livre de référence sur ces sujets, qui j'ai pour moi été une révélation, mais pas rentrer dans ce détail-là, c'est les métaphores de la vie quotidienne de Lakoff. C'est un livre qui est très ancien, qui est exceptionnel, si vous avez, qui explique, Lakoff et Johnson sont des chercheurs qui expliquent que notre langage, notre compréhension du monde est basée sur la métaphore. Et c'est un livre qui date de 1986, hein, c'est pas nouveau, hein. Et je pense qu'il touche du doigt exactement où est-ce que l'IA, les frontières, les limites, le mur que l'IA aujourd'hui ne peut pas, à ce jour, ne peut pas dépasser. Sauf si- à intégrer dans les modèles des travaux sur la métaphore, ce que font actuellement beaucoup de chercheurs. Ils travaillent sur la métaphore et l'automatisation du langage. Entre autres, Yann Lequin, qui est toujours le même, hein, que tout à l'heure, qu'il faut suivre parce que c'est entre guillemets un prophète du domaine. Actuellement, son analyse est la suivante, si je la résume, il dit aujourd'hui on est arrivé au bout de l'IA connexionniste, hein, des boîtes noires. On n'ira pas bien plus loin. On est allé, c'est une mauvaise piste. Aujourd'hui, il faut travailler sur ce qu'il appelle les modèles de monde. Il revient au premier type d'IA dont je parlais tout à l'heure. Il dit qu'il faut vraiment travailler sur ce qu'on appelle des mondes et modéliser des mondes avec leur environnement, les capteurs physiques. On ne peut pas se restreindre à des analyses de la boîte noire. Il faut vraiment qu'elle capte euh, les sentiments, etc., etc. Alors, il dit ça va être très très long, mais lui, actuellement, ses recherches, alors qu'il était l'inventeur des boîtes noires, hein, c'est lui l'inventeur des algorithmes de boîtes noires, il dit maintenant ma recherche, elle va être sur la, la modélisation des modèles de monde. Quand on sait qu'il travaille pour Amazon, et c'est le chercheur d'Amazon c'est lui qui oriente disons, les travaux d'Amazon, on peut se poser quelques questions sur l'avenir. Donc c'est exactement la question, il travaille dessus, c'est la voiture autonome qui est capable de prédire les comportements des piétons. Ce que vous faites dans une voiture. Quand il y en a un qui est proche d'un passage clouté, on voit qu'il fait un petit mouvement, on pense qu'il va traverser. Il accélère dans ce cas-là. Non, mais c'est ces comportements-là qui sont très complexes à analyser. L'arrivée, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un péage de taux. Alors, l'IA peut-elle faire rire? Parce que maintenant, on a vu qu'elle pouvait des fois simuler le rire. Euh, pour le moment, même si l'IA ne peut pas rire, hein, Buster Keaton est un très bon exemple, je trouve, de personnage qui ne rit jamais et qui fait rire. Je pense qu'on peut analyser Buster Keaton, qui est un modèle d'intelligence non artificielle. Euh, Or là, il y a eu un événement très troublant les dernières semaines, c'est qu'à la télévision d'État russe,
il y a une émission satirique tous les jours qui est totalement générée par IA. Ah oui. C'est comme si vous écoutez France Inter le matin, les comiques, c'était peut-être que ce serait mieux, je ne sais pas, je n'ai pas de, mais était totalement géré par intelligence artificielle. Donc c'est déjà en route, si j'ose dire. Alors, bon, évidemment, il me demandait de me raconter une blague juive, et là, la réponse, je trouve assez extraordinaire, parce qu'il dit, il me serait, je résume, inapproprié d'inventer une blague juive. Le rôle d'une IA est d'être utile et inoffensive. On ne peut pas rire sur les juifs. Je ne peux pas faire. L'humour est souvent contextuel et personnel, et les blagues des groupes de personnes peuvent être perçues comme offensantes, même si l'intention est de divertir. Sacrée question. Hein. Dire qu'on est. L'humour juif est assez préservé, quoi, quelque part, grâce à ça. Elle ne pourra pas inventer des blagues juives. Mais ça veut dire aussi que derrière les modèles qui fonctionnent, on voit que ce sont des modèles américains, et pas de n'importe quelle Amérique. Et ça, je trouve que c'est très. Ça mériterait d'être analysé. Je lui ai demandé une blague d'humour anglais aussi pendant que j'étais. Alors ça, c'est la réponse de Gemini. C'est quelle heure est-il quand un Anglais mange une pomme? Réponse, l'heure du thé, bien sûr, mais seulement s'il peut la tromper dedans. Je suis resté perplexe. Mais au moins, il en sort une. Hein. Donc, en fait, je dis, vous pouvez faire l'exemple. Il change sans arrêt la réponse. Alors, si vous avez du temps à perdre comme moi, c'est. Donc, pareil pour les blagues carambars, j'ai dépilé. Hein. On veut me faire des blagues carambars et les blagues carambars, il n'y arrive pas. Alors, je trouve que les créatifs de chez Carambar ont des beaux jours devant eux. Euh, là, ils sont complètement à côté de la plaque. Ce qui aussi pose des questions sur la difficulté, non seulement d'inventer des blagues Carambar, mais le fonctionnement des blagues Carambar. Parce que les blagues Carambar s'adressent à des enfants. Et je trouve que là, il y a aussi quelque chose de très pertinent à creuser. Alors, il y a, voilà, pour cette partie-là, je viens de dire. Maintenant, je voudrais oui, commencer, faire un panorama pourquoi il n'y a pas de raison de se réjouir aujourd'hui de l'IA. Ce n'est pas catastrophique, mais je vous donner les raisons pour lesquelles je pense qu'on a à s'inquiéter en tant que citoyen de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça répond un peu ça répond, mais ça complète les, les questionnements que se posait Gérard tout à l'heure. Mais là, on est vraiment à la croisée des chemins là, sur ces sujets-là. Et dans plusieurs domaines. J'ai parlé de l'éducation. Là, les profs, aujourd'hui, les profs sont. Il y a un état de choc quand même. Hein. Cette année, c'est la première année où on a pris des enfants qui passent le bac en train de tricher avec de l'IA, avec des systèmes très compliqués. Le plus simple, téléphone portable, on ne le donne pas à l'accueil, d'où il tape la question, le sujet, il note ce qui est écrit, c'est très rapide. En général, il se fait choper, bon, parce qu'on voit le téléphone. Les plus intelligents arrivent avec deux téléphones. Ils en posent un à l'entrée et ils gardent le deuxième. Même opération. Les encore plus intelligents ont un système de Bluetooth, mettent en marche avec une oreillette, les cheveux longs, une oreillette. Ils posent la question à l'oral et on leur répond, on pose doucement la question et on leur répond dans l'oreille ce qu'il faut écrire. Euh, tous ces cas-là, on les a attrapés cette année. Hein, donc, c'est pas. Euh, ouais. Mais au-delà de l'examen, il y a le travail en classe, le travail à la maison, les devoirs. Bon. Donc là, il y a quand même un questionnement sur qu'est-ce qu'on demande aux enfants. Donc, il y a plusieurs réponses. Je laisserai les profs y répondre, mais ils sont très perturbés par l'arrivée de l'IA dans leur domaine. Euh, Par contre, dans ces secteurs-là, ce qu'on remarque, c'est que pour se sortir de cette difficulté, il faut que les secteurs disons, de connaissances classiques, du regard critique, etc., soient confortés aussi bien chez les profs que chez les élèves. C'est-à-dire qu'il faut une distanciation par rapport au sujet.
Et s'il n'y a pas cette distanciation, eh ben, on aura des réponses automatiques, etc. Un système d'IA aujourd'hui aura certainement une meilleure moyenne pour 80% des élèves. Et bon, c'est pas là le sujet, quoi. Le sujet, c'est il faut que les jeunes aient un regard critique, une distanciation, euh, parce que tous les métiers, ça va être la deuxième partie, tous les métiers qui vont être à ce niveau-là de réflexion sauteront dans les années qui viennent. Ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, c'est plus de la moitié des élèves qui utilisent ChatGPT. Et autant de profs. Moi, je l'ai fait moi-même, hein, quand je ne suis plus prof, mais j'ai eu une conférence à faire il n'y a pas longtemps, pas celle-là, hein. Je ne sais pas quoi dire. Je l'ai fait. Après, bon, j'ai une distanciation critique, c'est-à-dire que je peux améliorer, mais le premier jet est assez époustouflant. Les écosystèmes. Aujourd'hui, c'est une destruction systématique de la planète avec les serveurs d'IA qui brassent un nombre de quantités de données pour l'entraînement phénoménal. C'est dément ce qui se passe, phénoménal. Euh, à tel point, et ça, on discutait avec Gérard tout à l'heure, c'est que des sociétés actuellement qui ont des serveurs pour l'IA, qui entraînent des données, ont commandé des centrales nucléaires privées. C'est-à-dire que ceux qui fabriquent des centrales nucléaires aujourd'hui ont comme clients non plus des États, mais des entreprises privées. Que ça soit Google, etc. Ils sont en train de mettre en place, puisque la demande d'énergie va être telle que l'énergie que l'État peut fournir n'est pas suffisante. Entre autres en Californie aujourd'hui, déjà que ce n'était pas brillant avant, il y a une chute totale de l'offre d'énergie. Ils ne peuvent plus assurer. Et ça se répercute sur tout le monde. Donc des entreprises sont en train de créer, de fabriquer leurs petites centrales nucléaires. Ça va se multiplier. États-Unis, Chine, etc. Certains pensent que l'IA va pouvoir améliorer les coûts environnementaux par une analyse justement des dépenses, etc. Peut-être, hein. La plupart pensent que c'est un leurre aujourd'hui. La demande d'électricité, là, c'est les dernières, pensent que d'ici 2030, c'est-à-dire demain, c'est 25% de demande en plus d'électricité uniquement lié à l'entraînement des serveurs. Tu vois, c'est énorme dans le monde. L'emploi. Bon, ça, c'est un sujet aujourd'hui qui est récurrent tous les jours, on en parle partout. Euh, tous les métiers, disons, on le voit déjà les opérateurs téléphoniques, hein, les réponses en ligne, etc., etc. Bon, SNCF, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais là, c'est des métiers qui vont être totalement bousculés très rapidement par l'IA. Tout ce qui est relation au public. Euh, mais au-delà, on voit que les journalistes, les graphistes, même les acteurs, la première actrice totalement virtuelle a vu le jour euh, dernièrement. Il y a eu énormément de bruit à, à Hollywood, mais il y a une première actrice totalement virtuelle qui a vu le jour. Donc, et je joue pas trop mal. Donc, pour les séries, certaines séries, ça fonctionne, hein. Faire rejouer un mort, un artiste connu mort dans un film, il n'y a aucune difficulté aujourd'hui. Faire parler un français avec les lèvres en anglais, avec les lèvres qui bougent, qui suivent l'anglais, pas simplement, ce qui est très énervant sinon, il n'y a aucun problème. Donc il y a des entreprises actuellement le sous-titrage qui sont en train de changer totalement leur offre. Voir un ministre, ça c'est le cas le plus ultime, c'est le ministre. Il y a un ministre des marchés publics qui est une IA euh, qui a été choisi en Albanie, un ministre IA, quoi. Des fois, on se demande si c'est pas une bonne piste, mais bon. C'est- Mais c'est un signe des temps quand même. Si les Albanais pensent qu'il est peut-être intéressant d'avoir une ministre qui est une IA, voilà. En tous les cas, le premier marché qui est touché, le premier emploi qui est touché, et ça c'est très, étonnant, c'est le marché des développeurs informatiques. Là, il y a une chute depuis quelques mois de la demande d'informaticiens pour la simple raison que les ordinateurs, les systèmes d'intelligence artificielle
font des programmes beaucoup mieux que les informaticiens. Vous leur demandez, si vous êtes demandez de développer, d'écrire un programme qui fait ça, bah, il vous décrit le programme en Python, en ce que vous voulez, bon, vous l'écrit. Après, il y a une relecture, etc. Mais, en tous les cas, c'est un des métiers les plus touchés aujourd'hui. Ce qui m'a posé en tant qu'ancien de l'éducation nationale, c'est que quand on disait qu'il faut mettre de l'IA partout à l'école primaire, de l'informatique partout à l'école primaire, parce qu'on va avoir une énorme demande d'informaticiens plus tard. Ah, c'est le discours. Euh, c'est un discours. Personnellement, je trouvais ça absurde. Mais bon, aujourd'hui, on voit que ces informaticiens-là vont avoir le même sort que les perforatrices, parce que c'était essentiellement des femmes à l'époque. C'est les machines qui vont faire les programmes, qui vont les écrire. Donc, il faut distinguer. En tous les cas, les annonces en France, elles ont dégringolé de près de 80% en 2 ans. Donc, ça pose un gros problème aujourd'hui sur la demande dans ces métiers, de ces métiers-là. La sécurité, là, je vais passer assez vite. Un des, là, on le voit tous les jours, hein. Le développement des drones a été d'une rapidité incroyable en quelques années. Les guerres actuelles se font par drone, mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, disons, c'est que maintenant les drones sont équipés de reconnaissance faciale. On voit qu'il y a des convergences entre les différents secteurs de l'IA. Et qu'un drone, il est capable dans cette pièce d'arriver par la fenêtre et de reconnaître Gérard Rabinovitch, quoi. Et du reste, dans les manifestations, si vous lisez le journal officiel tous les jours, vous verrez de temps en temps, il y a marqué pour la manifestation du temps, il y a autorisation d'utiliser de la vidéosurveillance intelligente en survol sur la manifestation. C'est parce qu'il y a des problèmes avec la CNIL, donc il faut déclarer et demander une autorisation. Mais bon, c'est un secteur qui va très vite. Et c'était la série là, qui était extraordinaire, c'était Black, Black Mirror. Bon, c'est pas de la science-fiction. C'est ça l'intelligence de cette série, c'est qu'elle est tellement proche de la réalité actuelle qu'elle est dépassée dès qu'elle sort. Donc ça va très vite. Les équilibres géopolitiques, alors là on est en plein dedans, je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique. Euh, Aujourd'hui, enfin on est très loin, c'était hier, euh, les, les Chinois ont taxé de 100% les métaux rares pour les États-Unis. On voit que la guerre est déclarée. 100% pour couper court à l'offre de métaux rares, parce que les États-Unis sont assez pauvres en métaux rares. Ils pillent le Congo, mais la Chine était. La Chine ici, elle pille le Congo. La Chine, oui, la Chine pille le Congo et renvend aux États-Unis. Voilà. Et bon, là, on sent que les équilibres se placent autour de l'IA. Que ce soit la guerre est là, quoi. Il y a une guerre sur les composants, il y a une guerre sur l'énergie, il y a une guerre sur les puces, hein. Les investissements sur les puces sont absolument délirants aujourd'hui. Ce qui est inquiétant dans ce secteur-là, c'est que l'Europe est quasiment inexistante, à part de fournir des bons informaticiens, des bons concepteurs aux États-Unis et en Chine. Mais là, c'est un vrai bouleversement. Alors, les risques psychologiques, je n'approfondis pas, chaque point devrait être approfondi évidemment. On voit déjà arriver des poupées et des jouets qui parlent, comme vous et moi, aux enfants. Moi, j'adorais acheter des chiens robots, etc. Bon, maintenant, c'est plus tout ça, hein. C'est des poupées qui parlent. L'enfant lui pose une question, il répond. Il répond même très bien. Parce qu'elle est connectée à une IA. Alors, imaginez que ChatGPT soit dans la poupée, vous voyez le résultat aujourd'hui. Et ça pose de gros problèmes aujourd'hui, parce qu'il y a des d'objets qui arrivent sur le marché pour répondre aux questionnements des enfants, et surtout des adolescents, voire des adultes. Et on voit se développer actuellement des cas psychiatriques liés à ces usages-là. Mais
là, les jouets arrivent sur le marché pour Noël, hein. C'est pas, c'est- et comme on a vu ce qui se passait avec les écrans, on peut imaginer ce qui va se passer avec ces poupées intelligentes, ces poupées, ces petits chiens, etc. Alors aujourd'hui, ok, continuez, ChatGPT, c'est 2,5 milliards de messages par jour. Il y a un peu la base. Derrière, il faut des machines, hein, derrière, hein. Soit il y a 29 000, disons 30 000 messages par seconde qui arrivent à ChatGPT. C'est vraiment un flux permanent. Et ça va être exponentiel. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, les machines sont entraînées, si elles sont entraînées par des textes, par ce que vous voulez, des voix, etc., elles vont réagir comme ces textes, comme ces voix. Donc il y a un risque réel sur les biais, ce qu'on appelle les biais aujourd'hui, c'est-à-dire d'entraîner ces machines sur des données qui orientent leurs réponses. Déjà, on voit les critiques en éducation en général, donc en enseignement, on imagine ce que ça peut être avec les machines. La Maison-Blanche, elle a sorti un plan d'action, et alors l'écrit dans le plan d'action est assez clair, il n'y a aucun doute là-dessus, elle est en train de traquer tout ce qui est biais idéologique dans les livres, etc. Ça ressemble étrangement aux autodafés, hein. On est en train de... Tout ce qui gêne, on coupe. C'est- on est dans un cas d'autodafé numérique aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous coupez le lien pour les données d'entraînement à des données, comme on le coupait les livres, l'accès à des livres, bon, ben, c'est la prochaine étape. Et là, c'est des annonces encore très récentes, c'est une semaine, un système qui s'appelle Sora 2 que vous pouvez télécharger, euh, avec votre visage, votre voix, une identité, ils deviennent des matières premières manipulables. Et fabriquer, je prends une photo de vous, je l'anime, j'en fais une vidéo, je lui fais dire ce que je veux, vous voyez, sur les réseaux sociaux, et voilà. Conclusion. Je pense qu'on est un peu trop pressé actuellement de confier société à l'IA, mais bon, on n'en a hélas pas euh, on n'a pas les moyens aujourd'hui de l'empêcher en tant qu'individu. On les a peut-être, mais ça ne peut être que des actions politiques fortes. Euh, Ça va être très difficile de réparer des dégâts s'il y a des dégâts, hein. On est parti dessus. Euh, je donne la phrase de Mark Zuckerberg, qui est le PDG de Meta, c'est-à-dire de Facebook. Ces derniers mois, nous avons commencé à entrevoir l'amélioration de nos systèmes d'IA. C'était là, hein, il y a un mois. Cette amélioration est lente pour l'instant, mais indéniable. Le développement de la super-intelligence que nous définissons, c'est le patron, hein, derrière. La super-intelligence que nous définissons comme une IA surpassant l'intelligence humaine en tout point est selon nous désormais en vue. C'est la présentation qu'il a fait aux analystes financiers pour un développement de 14 milliards de dollars. Ça, c'est la ligne qui se donne. Il arrivera, il n'arrivera pas, mais dans tous les cas, c'est ce qu'il exprime aux financiers. Donc actuellement, on est dans une bulle financière. Alors, j'aimerais conclure par chose qui est assez troublant. On ne sait pas comment fonctionnent ces boîtes noires. On sait comment elles fonctionnent, l'algorithme, on le connaît, hein, mais on ne sait pas pourquoi elles donnent un résultat donné. Il y a un truc qui se passe et on ne sait pas. Vous lui montrez une image de chat, il sort un chat, mais on ne sait pas pourquoi il sort un chat. Voilà. On connaît le mécanisme, mais des fois, il peut sortir autre chose, on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a une branche de recherche qui est très recherchée aujourd'hui, si j'ose dire, qui est ce qu'on appelle l'explicabilité de l'IA, c'est-à-dire comprendre comment l'IA fonctionne. Mais au point où on en est, hein, on a un truc, boîte noire, des fois ça fait des choses, on ne sait pas trop quoi, et on met des ingénieurs pour essayer de comprendre pourquoi ça fait ces choses. C'est important, hein, surtout dans la sécurité, hein. Parce que si vous enlevez deux trois pixels à une image et qu'au lieu de reconnaître un avion, il reconnaît une gazelle, je ne sais pas quoi, ça change tout. Il faut comprendre pourquoi il s'est trompé. Bon, c'est le cas aujourd'hui. Si vous regardez les manifestations de Chinois, ils s'étaient mis des maquillages, des trucs pour troubler la reconnaissance faciale.
Donc, c'est une vraie question, c'est de comprendre comment l'IA, expliquer comment l'IA produit, c'est un renversement de situation. Et pour expliquer ça, ben, qu'est-ce qu'on prend comme outil? Les outils de compréhension du cerveau. C'est-à-dire que pour comprendre comment l'IA fonctionne, les chercheurs actuellement utilisent des outils qu'on utilise pour les compréhensions du fonctionnement des neurones. On renverse. Là, au début, on fabriquait l'IA en prenant comme modèle l'homme. Aujourd'hui, on commence à expliquer l'IA avec comme modèle des outils qui nous permettent de comprendre l'homme. Je vous laisse sur ces réflexions-là et qui me paraissent. Bon, je vous conseille un livre pour rien à voir avec ça, sur le rire. Et je vous laisse lire. C'est le livre de Guillaume Lecointre sur traité d'anatomie superflue. Je trouve que la conclusion est claire, c'est qu'actuellement les secteurs, les domaines sur lesquels on est sûr que l'IA n'ira pas, c'est l'humour et la poésie. Merci beaucoup. J'ai tenu des délais grâce à Gérard. 5 minutes, ouais, c'est un peu dommage. Oui. Donc, vous dites que les boîtes noires, on ne sait pas comment ça fonctionne. Oh, il y a bien quelqu'un qui l'a conçu. Je m'exprime mal quand je dis on ne sait pas comment ça fonctionne. On sait exactement comment elle fonctionne. C'est-à-dire que je peux vous faire le schéma, la théorie mathématique, expliquer, c'est pas simple, mais c'est ce qu'a au départ inventé, on peut dire, Yann Lequin en particulier. Il se posait la question et il a inventé ça en essayant de comprendre comment on voyait comment on reconnaissait les formes des hommes, des reconnaissances faciales, etc. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que quand on met dans la machine certaines données, elle sort autre chose. Ah. On ne sait pas comment, pourquoi, à un moment donné, il y a un dysfonctionnement. Or, ça, c'est ce qu'on appelle, actuellement le terme n'est mal choisi, mais ce qu'en informatique, ils appellent des hallucinations. La machine, elle sort un truc, c'était pas vrai. Elle hallucine, on dit qu'elle hallucine. Mais même utiliser le mot halluciner, ça sous-entend que la machine est humaine quelque part. Hein, pour moi, le mot là, est très mal choisi pour le grand public. Hein. Mais là, on est dans la. Donc actuellement, ce que les chercheurs essayent de comprendre, c'est comment on explique. Comment on peut expliquer ces erreurs. Hein. C'est la question. Et pour expliquer ces erreurs, ils se servent des outils qui permettent d'expliquer des erreurs dans le cerveau. Voilà, si je précise. Et vous avez 3 articles qui sont excellents, que la CNIL a mis en ligne, qui s'appelle l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Il y a 3 articles, mais ils sont un peu difficiles d'approche. Il faut prendre pas comme ça dedans facilement. Mais ça explique bien le problème. C'est qu'on voit que la machine dépasse à un moment donné. On ne peut pas se permettre qu'une machine, puisque la manière dont elle fonctionne, il y a des cas où on ne peut pas l'expliquer, moi, ça, on ne peut pas se le permettre. Parce que même si vous avez 9% d'erreur, je pense la reconnaissance faciale dans les armes de guerre, bon, il vaut mieux éviter. Donc, c'est ces cas-là qui posent des questions. Bon, dans tous les cas, on est plongé là-dedans. Oui, oui. Deux questions. Je voudrais savoir si l'IA est capable de poser des questions. Bonne question. Voilà, de formuler une question. Parce qu'en fait, on lui pose une question, elle donne une réponse. Et des fois, elle pose une question derrière. Des types de questions. Souvent, en réponse, on a peux-tu préciser, par exemple, hein, ce que tu entends par. Ça elle pose des questions. Mais oui, si on n'entame pas le dialogue avec elle, elle ne pose pas de questions. Oui, ou elle dit très souvent peux-tu me préciser ce que tu entends par. Ça, oui. Bon. Donc, elle peut poser des questions. Et une deuxième question. Alors, la Bible nous dit que l'homme a été créé mâle, enfin masculin et féminin. La polysémie de ces mots fait que, à la fois, il y a l'idée de se souvenir, hein, au niveau du masculin, et puis d'oublier dans le féminin.
est-ce que la machine est capable d'oublier? D'oublier, non. Capable de comprendre la différence sémantique, oui. Hein, mais je prends l'exemple de la Bible parce qu'il est intéressant. Mais... Non, non, mais c'est pour ça. oui, vous savez, quand on écrit actuellement, comment les rabbins écrivent les, les rouleaux hein, sur le parchemin, etc. Bon, c'est un processus assez extraordinaire parce qu'ils écrivent à la main sur le pot de veau. Et s'il y a une erreur, ben, il y a tout un processus, etc. Mais vous savez comment ça se finit, leur écriture à la main? On prend le rouleau et on l'envoie où? Une entreprise d'informatique qui regarde s'il n'y a pas d'erreur, qui scanne le rouleau pour voir si c'est conforme à la Torah. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Et on peut très bien avoir demain des analyses. Je pense qu'il serait intéressant, même à l'Institut Rachid, de voir comment on pourrait avoir des analyses talmudiques, un peu de la Torah, c'est des profondeurs. Bon, mais je pense que les 4 niveaux de langage, ça, Gérard pourra faire la prochaine conférence sur le sujet. Je pense qu'on est. C'est toute la richesse de la Bible, quoi. C'est le jour, alors là, le jour où la machine nous fera une analyse talmudique, je pense qu'il faut commencer à construire des panic rooms dans toutes les maisons parce que c'est très inquiétant. Mais sur tout ce qui est création, créativité, analyse en profondeur du langage, etc., on n'en est pas là. Mais moi, je ne suis pas totalement persuadé qu'on n'y arrivera pas. Hein. Parce que ces mécanismes-là, sur les niveaux de langage, etc., sont en train d'être analysés. Et il y a beaucoup de travaux linguistiques qui vont être mis en œuvre par les informaticiens. Donc, pourquoi pas? Donc, on rentre dans une période trouble pour le cerveau. Quoi. Mais si un bon conseil, passez du temps de votre ordinateur, c'est gratuit en plus. Posez-lui des questions. Vous téléchargez, vous ne téléchargez pas, vous tapez l'URL Gemini ou DeepSeek, ou ce que vous voulez, ça vous met sur une page, il n'y a rien, vous tapez une question, vous mettez un texte, il vous répond. Hein. Il ne faut pas en abuser non plus, mais c'est très troublant, très très troublant. C'est Gérard qui dit souvent que les écrivains de science-fiction, comme elle a commencé son intervention par des films, ces gens-là, ils avaient un regard qui était orienté vers le futur. Je dirais, ils prévoyaient le futur quelque part. Soit c'est des scientifiques qui ont pris leurs idées et réalisé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'un jour on se retrouve comme dans le film Terminator 3, où je ne m'en rappelle plus, vous vous souvenez, quand il y a les machines qui prennent tout le pouvoir sur la Terre et les humains sont obligés d'entrer en résistance contre les machines, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression qu'on est déjà là-dedans, mais bon. Non, mais il y a un nombre de mécanismes qui sont, ouais, ouais, qui sont pilotés. On a un nombre de mécanismes qui sont pilotés totalement d'une manière totalement autonome, on peut se poser des questions, hein, oui. On est rentré dedans, c'est la rupture dont parlait Gérard. Et je pense que la science-fiction est, bon, là-dessus, il y a une théorie, je pense qu'il faut faire, il faut prendre au sérieux la science-fiction. C'est pas, parce que tout ce qui est imaginé risque d'être réalisé.